Et bonsoir tout le monde, bienvenue à toutes et tous dans la capsule, bienvenue. Alors je vois que mon son est trop fort, je règle direct. Attendez, voilà. Bonsoir. Je suis en train d'exploser la barre rouge et vos oreilles accessoirement. Salut Erreur 418, salut Ezwak, salut Alexandre, salut Terra, la team Modo, salut Le Geek, la team Modo, salut Solfra. Hello DJ Dre. DJ Dre, when will I do an English session? I currently don't know, but I hope soon enough. Probably beginning of the next year. I'm considering it. And thank you so much for being here anyways. Salut Solfra, salut Terra, je t'ai déjà dit, salut Jex et salut Nicolas, bienvenue. Ok, thanks, no problem. Bon, comment allez-vous? Parce que ce soir c'est une émission de ouf, hein. Ce soir c'est une émission de ouf. D'ailleurs on se met debout. Salut Babas, bienvenue. On se met debout. C'est parti. Voilà. C'est important de se dégourdir les jambes. On fait monter le bureau ou descendre l'appartement, c'est vous qui voyez. Hop. Alors, ce soir, le petit flex avec le petit t-shirt, le petit sweat popcorn. Je laisse le téléphone sur le teco. Voilà. Salut AZ, salut Koé, salut tout le monde. On décolle, c'est parti. L'appartement descend, exactement. Quoi vous dire aujourd'hui? J'ai stream un peu hier. Il y a eu quelques... Pardon. Il y a eu quelques petites infos hier. On a discuté un peu en live. Donc si vous voulez voir la rediff, c'est très cool. Sinon, quoi d'autre comme info? Merci, vraiment merci d'être toujours autant à suivre ces lives. Je suis très content. Et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez avoir beaucoup de questions ce soir parce que ce soir, je suis certain que vous ne connaissez certainement pas à la fois la personne ni la mission. Et c'est très malheureux, mais on est là ce soir pour justement comprendre ce qu'il se passe ou ce qui va se passer dans 10 ans quand cette mission sera envoyée. C'est toujours ouf les émissions. Merci beaucoup Terra pour ton message. TWR du bureau semble un peu faiblard, ça manque de boosters. Salut à toi Hank le oiseau. Ah mais c'est le oiseau. Le oiseau, on a fait des parties d'Among Us hier soir avec toi, le oiseau, incroyable. Bienvenue sur le live, je crois que, mesdames et messieurs, on a beaucoup de choses à dire ce soir. La classique, n'hésitez pas à... je sais que la team Modo est ouf, ou même tout le monde dans le chat est ouf pour répondre aux questions des gens, etc. Mais salut, tout se comprend, salut Robin, excuse-moi, je t'avais pas vu. Mais n'hésitez pas, ce soir, si vous avez plein de questions, c'est le moment de les poser sur la mission, sur pourquoi... Voilà, dès que vous comprenez pas un truc, et je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses que vous comprenez pas, on va parler d'astrophysique, on va parler d'une des missions les plus grosses pour l'Agence spatiale européenne dans les 10 prochaines années, on va parler d'un instrument exceptionnel et d'une complexité rare, voire quasiment jamais vue. Bref, il va y avoir matière à poser des questions, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre le plus souvent possible. En tout cas, je pense qu'il est temps de commencer cette émission. Avec donc Didier Barré de l'IRAP. Didier, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Allô Didier? Très bien. Salut Didier, bienvenue dans la capsule. Bonjour. Alors qu'un invité surprise se joint à la capsule, exceptionnel. Bienvenue. Bonsoir, tout le monde vous dit bonsoir. Alors, j'espère que vous avez pu afficher le chat. Du coup, est-ce que vous voyez le stream, le retour? Oui. Super. Lisa est là aussi. Hello Lisa. Donc, n'oubliez pas, hein, a priori, on n'a pas son audio. Si, c'est juste que je parle en même temps, mais si je lui laisse la parole, normalement, tout va bien. On va faire un petit test. Comment ça va, Didier? Très bien. Bon. Voilà, ça marche. Salut Space Samurai. Tout fonctionne bien. Donc pour ce soir, on est ensemble pour environ 2 heures. On va discuter de beaucoup de choses. On va parler d'Athéna, de la mission. On va parler de Xaifu, l'instrument incroyable. Et puis on va parler de vous pour commencer.
ou de toi, devrais-je dire, Didier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et te présenter tout simplement aux gens qui ne te connaissent peut-être pas sur ce live? D'accord. Donc, je vais vous. Bon, d'abord, bonjour, bonsoir à tous, hein. Donc, moi, je suis un geek de 55 ans et plus. Donc, je découvre Twitch. J'ai jamais utilisé Twitch. Alors, pardonnez-moi si je suis pas à la fois ma présentation keynote, le live, le chat et tout, mais bon, soyez indulgents envers une personne âgée. Alors, je vais vous parler effectivement de l'Observatoire spatial Athéna et de son ex-IFU. Bon, brièvement, ce dont on va parler ce soir, et vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez, hein. On va parler rapidement de mon parcours, comment je suis arrivé là. Et je vous présenterai Athéna, le satellite Athéna, la genèse du projet, la mission telle qu'elle est aujourd'hui, le consortium dont j'assume la responsabilité scientifique aujourd'hui, et puis je conclurai. Donc oui, donc mon parcours extrêmement classique. Euh, j'ai fait un baccalauréat scientifique que j'ai obtenu en 83. Ensuite, j'ai fait des écoles préparatoires aux grandes écoles. J'ai intégré une école en mathématiques appliquées. Et puis les mathématiques me plaisaient beaucoup, mais j'avais quand même une attirance plus grande pour la physique. C'est dans quelle région votre école? À Toulouse, où je suis aujourd'hui, hein. Donc, effectivement, je ne me suis même pas présenté, donc je reviens en arrière. J'ai Didier Barré de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, puis CNRS, et je travaille à l'Université Paul-Sabatier avec une tutelle qui est l'Observatoire Midi-Pyrénées et une autre tutelle qui est le Centre national d'études spatiales à Toulouse. Je suis basé à Toulouse et l'IRAP a été fondé en 2011 et c'est le plus grand laboratoire d'astronomie en France. Donc oui, mon parcours très classique, hein, rien de spécial. Comme je le disais, à la suite de mon diplôme d'ingénieur obtenu en 88, j'ai repris des études universitaires avec à l'époque ce qu'on appelait un DEA, un diplôme d'études approfondies, qui est aujourd'hui l'équivalent du Master 2. Et j'ai fait ce Master 2 en astrophysique et technique spatiale et j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour faire un doctorat en astrophysique et technique spatiale et j'ai eu la chance de commencer mon doctorat un an quasi simultanément avec le lancement d'une mission franco-russe qui s'appelait Granat, à laquelle mon laboratoire participait, hein, avait réalisé un télescope et durant ma thèse, j'étais en charge de la modélisation de la réponse du télescope en énergie et de la calibration, en fait, l'échantillonnage en énergie du télescope en vol. Et donc, j'ai passé des magnifiques moments pendant ma thèse qui alternaient entre Toulouse et sur le bord de la mer Noire, à Evpatoria, où une fois tous les 6 mois, j'allais écouter le satellite pour ramener les bandes de données euh, dont on craignait qu'elles ne nous arrivent jamais si on les avait laissées là-bas. Donc, on les ramenait dans nos valises pour être sûr que les données arrivaient en France. Ensuite, j'ai donc terminé mon doctorat. J'ai eu la chance d'obtenir une bourse postdoctorale du CNES, encore du Centre national d'études spatiales, et complémentée par une bourse de l'université de Harvard. Et j'ai passé 3 ans au Center for Astrophysics de Harvard à Cambridge, aux États-Unis. Et puis finalement, j'ai intégré le CNRS en mai 1996, donc équivalent de, si je l'ai bien compté, de bac plus 13. Et j'avais alors 31 ans. Je pense qu'on est quand même assez loin d'un parcours classique, comme tu disais avant, le parcours classique, études, bac, prépa, docteur en astrophysique. On est quand même loin d'un truc standard, hein, mais c'est quand même chapeau déjà pour ce magnifique parcours. Et puis, non, c'est très très impressionnant.
parcours standard pour un chercheur, pour un astrophysicien, disons. Oui, oui. Ouais. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, je suis directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique et j'ai intégré le CNRS en 97, en mai 96, pardon, en tant que chargé de recherche. Et puis j'ai été promu directeur de recherche et aujourd'hui je suis donc directeur de recherche, ce qui signifie que pas grand-chose, c'est juste que j'ai été promu de chargé de recherche à directeur de recherche. Et puis donc aujourd'hui, je suis un chercheur à plein temps. Je suis aussi un point qui me caractérise, c'est que je suis un chercheur citoyen. J'essaie d'être ancré dans la cité et je suis très engagé dans plusieurs actions de diffusion de la culture scientifique. Et il y a une quinzaine d'années, j'avais d'ailleurs créé une association qui s'appelle Les Étoiles brillent pour tous, qui avait pour vocation d'aller amener la science vers les publics dits empêchés, ces publics qui n'ont pas accès aux canaux classiques de la communication, de la culture scientifique, que ce soit dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite et Trop tout. Et bien. cette association toulousaine perdure aujourd'hui, effectue une centaine d'animations par an. Et même si moi je suis en retrait de cette association, je suis ravi de voir qu'elle continue à fonctionner et qu'elle répond à un besoin, un besoin d'une part du public qu'on vise, mais aussi des chercheurs, hein, d'aller à la rencontre du citoyen, de tous les citoyens, et puis d'expliquer pourquoi on fait ça avec souvent l'argent de leurs impôts, hein, il ne faut pas l'oublier, et on doit les faire adhérer au projet qu'on mène. Et Est-ce que puis, les gens qui sont là ce soir peuvent s'impliquer dans cette association? Est-ce qu'on peut retrouver un contact peut-être si on veut en savoir plus? le site web, c'est www.ebpt.fr, Étoile Boy pour tous, ebpt.fr. Euh, alors, c'est une association, je pourrais en parler, qui me tient très à cœur, bien entendu, comme je l'ai créée, mais c'est parce que je l'ai créée et que je la suis de très près. Mais effectivement, c'est une association qui d'abord, bon, pour donner des conférences, il faut être un professionnel, hein. On, on, on ne- Oui. on sélectionne les conférenciers parce qu'on s'adresse à des publics qui sont des fois des publics difficiles. Il faut amener la parole scientifique et être capable de défendre le raisonnement scientifique et ainsi de suite. Donc on peut pas, il n'y a pas de place à l'improvisation parce que ce sont souvent des publics en effet difficiles, en particulier dans les prisons. Et cette association a aussi une vocation à former des jeunes, en particulier doctorants, pour les amener vers la diffusion des savoirs. Et chaque année, on encadre une quinzaine, une vingtaine de doctorants que l'on forme à la diffusion des connaissances et qu'on amène devant ces publics. Donc oui, cette association, elle est ouverte à tous si certaines conditions sont remplies. Hmm. Mais aujourd'hui, au départ, je l'ai créée autour des sciences de l'univers, mais aujourd'hui, on a aussi bien on a à peu près de tout type de conférenciers qui en couvrent des sciences dites plutôt molles aux sciences très très dures. On a même des gens qui font du droit. Donc on couvre tous les champs de la connaissance. Et oui, elle est ouverte sous réserve de remplir certaines conditions. Donc D'accord. www.ebpt.fr. Très bien. J'ai partagé le lien dans le chat si vous êtes curieux. Je sais qu'il y a des doctorants déjà sur le stream, donc si vous êtes intéressé par cette association, je connaissais pas du tout et je trouve l'initiative exceptionnelle. C'est trop trop bien. Je savais pas que tu Alors, étais engagé comme ça dans la vulgarisation et diffusion de culture scientifique et c'est top. disons que ça fait partie, à mon sens, du métier qu'on fait, Hmm. c'est-à-dire qu'à un moment, il faut pouvoir. Moi, je considère toujours que je suis à une position très privilégiée de pouvoir exercer un métier qui est aussi ma passion.
et j'ai en moi cette foi de vouloir partager ma passion, mon excitation pour ce que je fais avec le plus grand nombre. Et c'est vrai que l'anecdote fait que venant d'un milieu rural, j'avais très peu accès à la culture scientifique quand j'étais jeune. Et puis l'idée de cette association est née un jour dans une maison de convalescence où avec mon épouse on était allé rendre visite à sa grand-mère qui venait de se fracturer la colonne vertébrale. Et c'était un jour à Chaudes-Aigues, je sais pas si vous connaissez Chaudes-Aigues, mais c'est entre deux montagnes, c'est très sombre, c'était la fin du monde, il neigeait et il y avait toutes ces personnes en convalescence qui souffraient de solitude. Et je me suis dit simplement, j'ai dit, mais comment je pourrais extraire de leur solitude ces personnes-là? Et pourquoi si je leur parlais des étoiles, peut-être que j'arriverais en 1 heure à les sortir de cette condition qui n'était pas forcément satisfaisante pour eux. Et je me rappelle toujours de ces personnes plutôt âgées qui regardaient par la fenêtre en attendant leur famille qui viendrait pas et qui cherchaient des excuses à leur famille qui viendrait pas, prétextant que la neige empêcherait la circulation sur les routes d'Auvergne, ce qui n'était pas le cas. Mais et je me suis dit, j'ai été voir la directrice de l'établissement, je lui ai dit si je faisais une conférence sur les étoiles, la beauté du ciel, qu'est-ce que vous diriez? Ce serait une super idée. Et banco. Et quand je suis rentré à Toulouse, on a créé cette association. Et cette association a trouvé son existence et son public, et tant mieux. Et aujourd'hui, évidemment, euh, les principaux membres, enfin les membres les plus actifs de l'association partagent cette foi d'aller communiquer vers le public, et en particulier les publics les plus difficiles, les exclus et ceux qui sont souvent exclus qui n'ont pas un accès facile à la culture, quelle qu'elle soit, en particulier la culture scientifique. Ah, bravo pour tout Donc, ça, en tout cas, c'est une super initiative. C'est bravo. on parle trop de moi, mais ceci dit, j'y tiens beaucoup. Et puis, plus récemment, donc, je, m'in- je commence à intégrer dans mon travail quotidien comment accompagner en fait l'impérieux besoin de réduire notre empreinte environnementale pour tenir les accords de Paris et maintenir le réchauffement climatique à un niveau acceptable d'ici 2050. Et je crois que chacun d'entre nous, à son niveau, doit faire cette transition douce, et en particulier les projets spatiaux qui sont Hmm. des projets qui sont énergivores, où les méthodes de travail sont, elles aussi, peu soucieuses de leur empreinte environnementale. Des Et consortiums énormes et internationaux avec des conférences, voilà, beaucoup de conférences et beaucoup de voyages, je suppose. voilà, beaucoup de déplacements professionnels. Et puis donc le milieu académique commence à se réveiller, et c'est un peu tard peut-être, mais le milieu académique commence à se réveiller, et euh, des actions concrètes doivent être menées dans le milieu académique. Et moi, j'ai commencé à, à m'intéresser à ce sujet et essayer de sensibiliser les partenaires, enfin mes partenaires, mes collègues au sein du projet pour qu'ils intègrent dans leur démarche quotidienne ce souci de réduire notre empreinte carbone en particulier. Et donc récemment, j'ai développé un calculateur, un Travel Footprint Calculator qui est accessible sur Internet, peut-être à partir sur le site de l'IRAP. Mais il est très puissant, il est très utilisé, et c'était dans le but de sensibiliser aussi mes collègues Hmm. au coût carbone de tout le déplacement qu'on faisait. Bon, le Covid étant passé par là, Ouais. aujourd'hui on se pose plus trop la question de voyager, donc c'est très bien, mais on était quand même au moment où, à l'intérieur de mon projet, on allait faire une transition
qui je voulais la plus douce possible et la moins dogmatique possible, mais on allait sur une réflexion globale sur comment ces gros projets doivent aussi. Il n'y a personne qui doit s'échapper de ce besoin de réduire son Hmm. empreinte carbone, donc les projets spatiaux en particulier. Donc il faut trouver ces moyens-là. Hmm, bien sûr. Et effectivement, ça commence à venir à l'ESA, au CNES. Il y a euh, l'approche environnementale est intégrée dans les projets spatiaux et IPSIFU, dont je vais vous parler par la suite, est un projet emblématique de l'Agence spatiale européenne et du CNES et de l'Agence spatiale française. On doit quelque part aussi s'y intéresser, puis peut-être un petit peu montrer l'exemple. Ce qu'on Ouais. n'a pas fait jusqu'à présent, je le constate. Et j'en Donc me voilà, demande, du donc coup, vous êtes en télétravail privilégié aussi chez les chercheurs, du coup? disons que nous, on a repris le boulot normal dans les labos. Hein, on a fait le confinement général comme ça, mais dès qu'on a pu, on est revenu dans les labos parce que mon activité à moi ne dépend pas, enfin, dépend très peu du lieu où je l'exerce, mais en revanche, on a des labos où il y a des paillasses, où il y a de l'électronique, où les instruments se construisent. Et pour ça, pour que ces instruments se construisent, il faut que les ingénieurs soient présents et les Hmm. chercheurs soient présents au labo. Donc nous, on a une grosse équipe sur Athéna à l'IRAP et bon, tout le monde est rentré, à peu près tout le monde est rentré, sauf les personnes évidemment vulnérables par lui, mais tout le monde est à peu près rentré. Mais effectivement, là, j'ai peur qu'on repasse en télétravail. Hmm. D'ailleurs, l'impact du Covid va avoir un impact à la fin sur la date de lancement d'Athéna. Je conçois pas, je vois pas qu'il n'en soit pas ainsi Je parce pense. que de nombreux pays partenaires sont aussi très impliqués, très impactés par le Covid, ne serait-ce Hmm. qu'à la NASA où euh, très peu de personnes, là pour le coup, rentrent au labo pour faire avancer les projets. Hein. Donc, Il y a peu de on va projets avoir un spatiaux impact Covid. qui ont été épargnés, hein. Je pense que de toute façon, les projets spatiaux ont été impactés tous, à mon avis. Non, Euh, tout à fait, ok, bah du coup, tout à bah, fait. L'impact va être énorme, vraiment. ouais. Euh, Très bonne entrée en matière, en tout cas, ça plante le décor de manière assez magistrale. Je pense on peut passer on peut passer à la suite et commencer à parler de la Alors oui, mission. donc, alors pas tout à fait. D'abord, je voudrais me présenter ce que je fais. Tout à fait. Euh, Si c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis astrophysicien je suis astrophysicien des hautes énergies. Je vais vous expliquer ce que c'est, hein, les hautes énergies. Euh, Moi, je suis un observateur, c'est-à-dire que j'utilise des moyens satellitaires ou sol pour faire des observations que j'analyse, j'interprète et je publie. Hein, voilà. Euh, Mais je suis aussi un instrumentaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui propose des nouveaux moyens d'observation, et en particulier le XIFU. Donc l'astrophysique des énergies, c'est intéressant quand même d'en parler. Donc c'est l'astrophysique des rayons X et des rayons gamma. Donc vous voyez, c'est quand même la partie la plus énergétique du spectre électromagnétique. La Terre étant protégée par l'atmosphère qui bloque ces rayons X et gamma, cette astrophysique elle est forcément spatiale. Et c'est l'astrophysique de l'extrême, et c'est un petit peu ce qui m'a amené à cette astrophysique, c'est que cette, à ce, oui, à ce thème de recherche, c'est que c'est vraiment l'astrophysique de tous les phénomènes les plus violents, les plus extrêmes que l'on rencontre dans l'univers et dans des conditions qui sont elles aussi complètement extrêmes, que ce soit les champs de gravité, les champs magnétiques, les températures, les vitesses, les densités. On parle de vitesse relativiste, de densité supranucléaire, de champs de gravité énormes. Et puis c'est l'astrophysique des objets est très énigmatique, qui reste toujours énigmatique, que ce soit les trous noirs, les étoiles à neutrons, les galaxies, les amas de galaxies, tout ça. Et puis c'est aussi comme je disais, les phénomènes les plus violents.
les plus énergétiques et les plus violents, alors que ce soit les explosions d'étoiles, l'accrétion, l'éjection de matière autour des objets compacts, la fusion d'objets compacts. Tout ça, on l'observe dans l'univers. Et la fenêtre d'observation privilégiée, c'est la fenêtre des rayons X. Donc, banco, on y va. J'ai une Et question. mais par contre, c'est une discipline relativement jeune. Vas-y. J'ai une question. Est-ce que l'astrophysique de haute énergie, ça veut forcément dire l'étude aussi des phénomènes très brusques, euh, qui sont pas durables dans le temps, mais qui sont vraiment ponctuels? Alors, effectivement, tout ce qui pète, qui explose, qui libère une grande quantité d'énergie en très peu de temps, des phénomènes localisés dans le temps, hein, variables dans le temps, montrant une variabilité temporelle. Généralement, ces phénomènes sont accompagnés d'un intense rayonnement X. Et donc, effectivement, l'astronomie X et gamma, c'est aussi l'astronomie des phénomènes dits transitoires. Hein. Là, les transitoires sont des objets, sont des phénomènes qui sont invisibles, puis d'un seul coup deviennent très très visibles, puis disparaissent. Donc, par Mhm. exemple, les explosions d'étoiles, Mhm. associées à ce qu'on appelle une bouffée de rayons gamma, ce qu'on appelle les sursauts gamma, et bien, ce sont des phénomènes qui, dans l'univers, on en voit à peu près un par jour, et qui sont des phénomènes extrêmement énergétiques, hein, dont la luminosité peut être équivalente à la luminosité de la galaxie, et bien, ces phénomènes peuvent durer une seconde, Ah ouais. voire une minute, voire 50 millisecondes. Donc ces Comment, phénomènes existent et généralement sont accompagnés d'un intense rayonnement X et gamma. comment est-ce qu'aujourd'hui on les observe, Donc, des événements aussi ponctuels? Comment est-ce qu'on les observe aujourd'hui? eh bien, on les observe par le fait qu'on a des moniteurs du ciel transitoire, des télescopes spatiaux, hein, euh, qui observent la plus grande partie possible du ciel et qui monitorent, surveillent dans toutes les directions du ciel le flux de photons gamma et un événement transitoire, pof, d'un seul coup sort au milieu de votre image comme le nez au milieu de la figure. Hein. Hmm. Donc on a des observations. On a eu depuis les années, depuis la découverte par exemple des sursauts gamma, on a eu toujours dans le ciel, dans l'espace, un satellite qui observait ces phénomènes transitoires. Donc D'accord. ça sont parce que on les détecte en gamma, puis ensuite on les localise le plus vite possible en gamma ou en X, et puis ensuite on envoie la position de ces objets-là au sol, et puis les grands télescopes sol se pointent dans la direction de cet événement transitoire et permet de faire toute la science qui vient avec, c'est-à-dire localiser la galaxie dans laquelle le phénomène s'est passé, par exemple. Regarder dans le milieu, regarder, identifier le milieu dans lequel le phénomène s'est produit, ce qui s'est produit dans une région périphérique de la galaxie, dans une région de formation d'étoiles, au cœur de la galaxie, et ainsi de suite. Donc, je vous présenterai un résultat dont je suis très fier. Je vous parlerai que d'un résultat, hein, je vous rassure, je ne vais pas vous bassiner avec tous mes résultats, mais justement, c'est marrant parce que le ciel transitoire amène souvent la découverte de nouvelles classes d'objets, de nouveaux objets astrophysiques qui sont forcément par leur nouveauté intéressants, mais dans de nombreux cas dont on cherche à prouver l'existence par tous les moyens. Donc je vous présenterai juste un résultat où justement on s'est servi de ces phénomènes dits transitoires ou très variables dans le temps.
Donc, comme je vous Très le bien. disais, c'est une astrophysique spatiale. Donc, ça nécessite d'aller dans l'espace. En conséquence, c'est une discipline qui est très très jeune, hein. Donc, comme nous, les premiers instruments envoyés dans l'espace pour observer le rayonnement X datent des années 60, du début des années 60. Donc, bah, c'est une discipline qui a 70 ans, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que l'astronomie optique, par exemple, qui est faite depuis le sol depuis des siècles. Donc, effectivement, qui dit discipline jeune, dit une discipline en expansion, une discipline qui croît et qui croît avec les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui. Et moi, en tant qu'astrophysicien, je me suis beaucoup intéressé au processus dit d'accrétion, c'est la chute de matière sur les objets compacts. Hmm. J'avais j'avais ce rêve un peu fou de tester des prédictions de la relativité générale dans le cas des champs gravitationnels extrêmes que l'on rencontre autour des trous noirs. Et puis j'ai passé une dizaine d'années de ma carrière de chercheur à essayer de chercher des poux sur la tête des œufs pour montrer que Einstein avait raison ou tort. Je Bilan. pense qu'il avait raison. Bilan, il avait raison. Très Et bien. bah, il avait raison. Disons que la précision des observations dont on dispose ne permettent pas d'invalider la Hmm. relativité générale. Et depuis, d'autres moyens d'observation, en particulier les ondes gravitationnelles, ont montré que la relativité générale, même poussée dans les limites des champs gravitationnels extrêmes qu'on rencontre autour des trous noirs, était toujours valable. Donc voilà. Mais bon, je me suis beaucoup amusé, développé des techniques d'analyse très intéressantes. Mais bon, voilà, après j'avais fait le tour de cette question-là, puis je suis parti sur l'étude d'objets, de nouvelles populations d'objets compacts dans l'univers, et en particulier mon groupe à Toulouse avons découvert l'un des plus solides candidats trou noir de masse intermédiaire. Alors, qu'est-ce que c'est un trou noir de masse intermédiaire? Un trou noir qui n'est pas un trou noir de petite masse et qui n'est pas un trou noir de très grande masse. Les trous noirs de petite masse sont formés par l'explosion d'étoiles très massives, des étoiles qui font 50 fois, 100 fois la masse du Soleil. Et les trous noirs supermassifs, eux, peuvent avoir une masse qui varie entre quelques millions de masses solaires, comme c'est le cas au centre de notre Voie lactée, vers jusqu'à des milliards, 1 milliard de fois la masse du Soleil. Euh, on trouve tous ces trous noirs supermassifs, on les trouve au cœur des galaxies, et en particulier des galaxies au-delà d'une certaine masse. Et donc, il y avait entre ces trous noirs stellaires qui vont faire, disons, quelques masses solaires, entre 3 et 20 masses solaires, et les trous noirs qui font 1 million à 1 milliard de masses solaires, il manquait des trous noirs de masse intermédiaire. Et puis mon groupe avons découvert un des plus, peut-être le meilleur candidat trou noir de masse intermédiaire, ce qui a donné lieu à une ligne de recherche a été créée dans mon groupe, et avec nos étudiants, nos postdocs, on a trouvé d'autres objets. Et en D'accord. particulier, je vais vous montrer un résultat récent euh, qui a Yep. été mis en évidence à partir de la- l'observation d'un phénomène pas transitoire mais variable, c'est-à-dire euh, dont l'intensité lumineuse de la source observée variait en fonction du temps. Et, euh, et on a mis un peu de temps à caractériser cet objet, mais c'était juste pour vous montrer que à partir d'une observation en rayon X, il faut déployer de nouveaux moyens d'observation pour à d'autres longueurs d'onde, en particulier ici en optique, avec le télescope spatial Hubble, pour caractériser cet objet et puis en déterminer ses propriétés. Donc là, je vais essayer de lancer le film. Je Je sais l'ai pas aussi si de mon côté, si tu veux, on le lance en même temps. non, ben, tu t'as qu'à le lancer, et puis je vais essayer de récupérer la fenêtre Twitch sur mon deuxième moniteur parce que je l'ai perdu.
Ok, pas de souci. Donc je quitte. Vas-y, Vas-y, envoie le j'envoie. film. Est-ce que je mets le son ou pas? Et- c'est en anglais, mais c'est bien, ouais, c'est assez. Je crois qu'il Ok. y a une belle musique, hein. Allez. Euh, je vous mets le plein écran et je vous mets le son. C'est parti. C'est du foot, là, c'est normal. Moi, je vois le PSG là. Ah, tu vois du foot, t'es pas au bon endroit. Et ça rame. Vous avez le son, vous? Ouais, on a le son. Mais si tu mets le son, on va l'entendre sur le haut-parleur, donc je pense qu'il vaut mieux pas que tu le mettes. Ça rame, non, chez vous? Je sais pas. C'est fluide chez vous, les viewers? Ouais, parfait. Non, non, ils nous disent que c'est bon. Ah, super. Bon, Impeccable. il est où ce chat là? D'où ce chat? Ah ouais, putain. D'accord. Ouais, je l'ai. Ok, donc là, si je comprends bien, ils expliquent que vos observations ont été possibles parce que vous avez eu la chance d'observer en fait une étoile qui se faisait absorber par le trou noir à ce moment-là, quoi. C'est bien ça? C'est ça. Ouais. Euh, Et on nous demande dans le chat, Je- qu'est-ce que concrètement cette découverte d'un trou noir intermédiaire peut apporter au modèle? C'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer très rapidement dans l'univers des trous noirs de 1 milliard de masse solaire. Et on en voit en fait très tôt, enfin on en voit qui sont, là je crois que c'est fini le film Corentin. Ouais, ouais, je le remets en Ça va boucle, être enfin je le fini. remets en fond juste pour illustrer ce qu'on est en train de parler. D'accord, donc ce qui est intéressant, c'est donc oui, on ne sait pas fabriquer des trous noirs de masse, des trous noirs super massifs très assez vite après le Big Bang, c'est-à-dire le Big Bang, la naissance de l'univers, le T0 de l'univers était à peu près à 13 milliards d'années et 13,7 milliards d'années, et on voit des trous noirs très très massifs quelques milliards d'années après le Big Bang. Et on ne sait pas comment ils sont formés. On pense qu'ils pourraient résulter de différents processus. L'un de ces processus étant la fusion de trous noirs de masse intermédiaire. Hmm. Alors, trous noirs de masse intermédiaire, là on parle d'objets qui 10 000 à 100 000 fois la masse du Soleil. Et quand deux trous noirs fusionnent, hein,
la masse du trou noir résultant est la somme des masses des deux trous noirs qui viennent de fusionner. Donc c'est un moyen, un canal de croissance potentielle des trous noirs supermassifs. Et c'est très important de les contraindre parce que de contraindre ces mécanismes de croissance parce que ces trous noirs supermassifs ont au fil du temps, au fil de l'évolution de l'univers, coévolué, c'est-à-dire qu'ils évoluent pas, ils sont au centre des galaxies et ils évoluent de consort avec les galaxies, c'est-à-dire que tous ces phénomènes amènent à ce que le trou noir et la galaxie croissent simultanément. Donc tout ça, c'est des questions qui nous intéressent beaucoup et valider le canal de croissance de trou noir par la fusion de trous noirs de masse intermédiaire a imposé de découvrir ces trous noirs de masse intermédiaire et c'est fait. Avec en particulier cette observation magnifique qui a été faite avec à la fois le télescope spatial XMM Newton de l'Agence spatiale européenne et le télescope spatial Hubble. Et alors ces travaux ont été conduits de quand à quand avant de passer sur Athéna, du coup pour vous? Alors là, c'était très saccadé, j'ai pas entendu la question. Ah, j'essaye de répéter. Ces travaux ont été conduits de quand à quand? Faut peut-être arrêter la vidéo. Non, je pense que là c'est ta connexion internet qui doit être problématique, Didier. Je repasse sur mon téléphone. Je vais essayer. Ah, vous allez me perdre pendant un petit moment. Ouais. Pendant quelques secondes. On te reprend juste après. Téléphone. Ok. Bon, je vais couper la vidéo YouTube ici. Salut YouTube, on se reprend juste après pour la deuxième partie. On va commencer à parler d'Athéna. Bip.